Bonsoir tout le monde. Je voudrais ce soir insister sur l'importance de ce que nous accomplissons dans le monde et en France, patriotes et citoyens du monde en même temps. Si l'on pense en termes de direction des choses, les deux événements fondamentaux des jours passés, ce sont la conférence de l'OTAN, le sommet de l'OTAN à Vilnius, c'est 11 et 12 juillet, et le sommet de l'Institut Schiller, de notre institut, à Strasbourg, le 8 et 9 juillet, la date, le 8 juillet, du 80e anniversaire de la mort de Jean Moulin. Et je pensais pendant cette conférence à Jean Moulin et à l'entrée dans Strasbourg des soldats de la France libre, et le drapeau français planté sur la cathédrale de Strasbourg, au sommet de la cathédrale de Strasbourg. Alors pourquoi ces deux événements qui paraissent très importants, le sommet de l'OTAN et l'autre, le sommet de l'Institut Schiller, pourquoi c'est la véritable opposition aujourd'hui dans le monde? Parce que d'un côté, le sommet de l'OTAN, c'est le parti de la guerre, c'est le parti de la géopolitique et c'est le parti du malthusianisme. C'est le parti d'un réalisme intéressé, d'une oligarchie financière qui pense en termes de ce qu'elle possède et est même possédée par ce qu'elle possède. Et de l'autre côté, l'Institut Schiller, c'est l'amitié, le développement mutuel entre les peuples, et c'est cette vision totalement opposée à celle de l'OTAN. Alors, par rapport à cela, évidemment, dans quel état se trouve la France? Et si l'on regarde la France aujourd'hui, on s'aperçoit que à peine 3 à 4% des Français pensent que leurs enfants et leurs petits-enfants vivront bien mieux qu'eux. C'est une France qui a perdu l'espérance. Et aussi une France qui se réfugie dans les comportements passés. Nostalgie, à plein tube, que l'on voit dans les médias. Et même, on voit réapparaître, je l'ai vu, Star Academy. Alors, c'est une France qui ne se mobilise pas et qui même cherche refuge dans le passé. Avec au sommet une arrogance satisfaite, bardée de statistiques et d'instruments de communication, masquant une soumission à l'oligarchie financière anglo-américaine, une soumission à l'OTAN, et avec un gouvernement que nous avons, un gouvernement de la monnaie, pour la monnaie et par la monnaie, et pas un gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. Donc, nous avons quelque chose qui, je pense, n'est plus capable en soi de se transformer pour un monde meilleur. C'est un gouvernement qui gère, et qui gère une déconstruction. Et puis de l'autre côté, à la base, nous perdons la confiance et l'espérance. Et l'on discute de tout, sans cesse, et avec souvent peu de compétences, comme si la France était devenue une agglomération de réseaux sociaux apolitiques. L'Assemblée nationale, entre les deux, se soumet à un clientélisme généralement verbeux. Ah, elle fait bien son travail dans les détails, il y a des lois quand même qui passent. Mais elle ne va jamais à l'essentiel, elle ne le peut pas, parce qu'elle est paralysée sur le fond par cette déconstruction de la nation et par le régime des partis au sein de cette déconstruction. Résultat, la France est devenue l'homme malade de l'Europe, et il faut le reconnaître, sans complaisance, mais non plus sans délectation morose. Pour réagir, il faut le reconnaître. Un mal triplement révélé par la révolte des Gilets jaunes d'abord, puis par la mobilisation contre la réforme des retraites, et enfin par les émeutes qui se sont produites. Alors, c'est la dissolution de l'État, ce que Platon craignait le plus pour la cité.
Certains disent qu'on est dans la caverne de Platon dont on a muré l'entrée et on est dedans soumis aux projections et au système des écrans. Alors, c'est un peu exagéré peut-être, mais c'est une part de vérité, parce que toutes ces choses, les gilets jaunes, les émeutes et les manifestations contre la réforme des pensions, tout cela révèle un mal-être profond. Alors, c'est pas les mêmes raisons, c'est pas les mêmes causes directement, mais ça relève un même mal. Le dévoiement de l'éducation, l'absence de volonté politique, la désagrégation du secteur public, le déclin industriel, les zones de non-droit, l'individualisme, devenu ennemi du bien commun. Et il faut rétablir, dans ce contexte, la nation en ce qu'elle sert le peuple et l'humanité. Il faut la rétablir dans une politique internationale et une politique nationale qui doivent être cohérentes, avec un sens de l'empathie. Et nous avons à notre conférence de l'Institut Schiller un expert d'Erasme qui montrait l'importance de cette empathie en période de crise pour se retrouver. L'empathie, l'espérance et la participation citoyenne. Je dirais une vraie méritocratie dans une vraie égalité des chances. Et ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et tout le monde le sent confusément, mais peu tracent la voie d'un ressaisissement, d'un sursaut. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire. Alors pour cela, il faut regarder le réel en face. Au moment où il nous saute à la figure. Et retrouver un sens de notre histoire collective pour former à nouveau un peuple servant la cause de l'humanité, comme le disait le général de Gaulle, ou comme le disaient à un moment de l'histoire les catholiques sociaux ou les communistes. De cela, il ne faut pas qu'il ne reste que des paroles verbales, comme on disait à Bruxelles. Il faut retrouver le sens du concret, sur 3 points. L'heure n'est pas à la prise de conscience, mais à la mobilisation et à l'action, est ce que je veux vous dire ce soir. Il y a urgence pour reconstruire chez nous un sens de la souveraineté nationale qui s'est perdu, la vraie, pas l'identitarisme. Et dans la version internationale, au niveau international, reconnaître le rôle de l'ascension du Sud global dont nous devrions être une part, une voix, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, aujourd'hui, si on regarde l'état de la France, 3 réflexions seulement. 9 points séparent le taux d'emploi en France, qui est de 68,1%, même par rapport au taux d'emploi de l'Europe du Nord, qui est 77,4%, et de l'Allemagne, 76,9%. Donc on n'a pas l'emploi qui permet d'assurer un travail qui permette de créer de la recherche, de créer de la santé, de créer les ressources de l'avenir. Et, évidemment, nous avons une société en état de pauvreté. Il y a 9 millions de nos concitoyens, dont 3 millions d'enfants, qui sont en état de pauvreté. Et il y en a eu 750 000 de plus depuis 1 an. Et puis, il y a tout ce qui se passe en matière de logement. Ce sont au moins 20 milliards par an de programmes d'investissement dans le logement social qui ont manqué depuis 10 ans. Et on est passé à 345 000 logements en 2021 mis en chantier, qu'on est très très loin de ce qu'il faudrait, de plus de 150 à 200 000 logements. Et évidemment, on a supprimé les 2 milliards d'euros de l'APL qui étaient pour le logement. Donc voilà où on en est. Et dans ce contexte, la mobilisation immédiate, ça veut dire solidarité et sécurité en même temps. Ça doit former une unité. Ce qui veut dire droit à la paix publique. Les gendarmes, la police, c'est le maintien de la paix. Ce n'est pas l'ordre public en tant que tel.
c'est le maintien de la paix. Et cette paix, elle suppose que la justice soit la même pour tous et que les jugements soient réellement appliqués, qu'on ait la certitude qu'ils seront appliqués. 4 sur 10 ne le sont pas aujourd'hui. 4 sur 10 des peines de prison ferme ne sont pas appliquées. Donc, comment peut-on croire à un exercice globalement de la justice? Et puis, beaucoup plus grave encore, l'école. L'école où il n'y a plus d'attention aux capacités créatrices des enfants. Il faut y faire attention dès la maternelle. Au contraire, on leur apprend des compétences pour s'insérer dans un système social qui est injuste. Donc cela ne peut pas marcher. Il n'y a pas respect de la souveraineté individuelle créatrice des enfants et des adolescents. La santé publique, l'hôpital. Bon, ce qui s'y passe, c'est que il y a une logique de flux tendu financier et pas de soins médicaux. Et malgré, évidemment, tous les efforts du personnel sanitaire, héroïque pendant la Covid et qui continuent à être héroïques aujourd'hui, c'est eux qui devraient gérer l'hôpital d'ailleurs, et pas des critères administratifs financiers. Et puis, le logement et tous les efforts à faire, dont je viens de parler. Alors, dans ce contexte, il faut une police de proximité, formée à ces fonctions. On peut dire que Nicolas Sarkozy, lorsqu'il a été président de la République et son gouvernement, ont fait 3 erreurs fondamentales qui sont véritablement des crimes sociaux. C'est la guerre en Libye, c'est de revenir sur le non à la Constitution européenne de 2005, en faisant en sorte que le Parlement renie le peuple. Et puis, c'est l'abolition de la police de proximité. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Il y a les contrôles aux faciès, sans police de proximité. Donc, évidemment, rancœur sociale, et compte tenu de l'école qui est en état de manque, le logement qui est en état de manque, et disons la constitution d'un monde à part dans les quartiers, cela évidemment crée des explosions. Les conditions en sont réunies. Ce n'est pas tant la gravité des peines qui compte lorsqu'il y a ces explosions, mais la certitude qu'elles seront appliquées, je le répète. Et moi, je suis pour la majorité pénale à 16 ans, mais aussi pour la majorité électorale à 16 ans et la majorité pour conduire à 16 ans, qui est une responsabilisation totale et des droits qui aillent avec les devoirs. Et puis, extraire les mineurs, les meneurs de leur milieu, pour les amener et leur permettre de retrouver un sens d'un travail humain. Pas des lieux de détention où ils sont traités comme des gens qu'il faut punir, mais des gens comme Roosevelt l'avait fait en son temps aux États-Unis, qu'on introduit dans un processus de réintégration dans la société. Et puis, une justice qui doit être indépendante du pouvoir exécutif. Je crois qu'il faut mettre à l'étude l'élection du garde des Sceaux au suffrage universel, et en tout cas du Conseil supérieur de la magistrature. Il faut un véritable pouvoir de la justice. On a vu que lorsque ça marche, les peines vis-à-vis de ceux qui ont enfreint la loi récemment, de la justice ont été sévères, mais généralement justes, et on a vu les choses se calmer. Mais ce n'est pas ponctuel, il faut aller beaucoup plus loin. Et il faut une attention par-delà l'application de la loi elle-même, à une loi qu'on applique non pas pour punir des infractions, mais pour émanciper. C'est ça qui est important. Et que les deux aillent de pair, que ça forme une unité. Donc priorité au travail humain, à la recherche, à la formation, à une vie créatrice tout au long d'une vie. C'est cela, le fond du projet que l'on doit appliquer. Et je vous rappelle que le Code pénal, dans les articles 410.1 à 450.5, des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique. Et la paix publique, encore une fois, ce n'est pas l'ordre pour l'ordre, c'est l'ordre républicain, dont on parle tant, surtout parfois lorsqu'on le viole. Mais l'ordre républicain, ça repose sur des principes de droit
et pas un ordre uniquement répressif, et pas uniquement ces quartiers à la Potemkin, d'où l'apparence c'est que ça marche, et par-dedans, il n'y a pas de participation des habitants à leur destin, et il n'y a pas de chance de progression sociale. L'ascenseur social s'est arrêté, donc c'est tout ça qu'il faut établir, si l'on veut réintégrer la France dans un peuple. Alors, dans ce contexte, évidemment, comment peut-on croire en un gouvernement lorsque toute une partie de ce que doit faire l'administration, les prérogatives de l'administration centrale, est livrée à Capgemini, à McKinsey, à Roland Berger, qui rédige des notes à la place de l'administration. On ne peut pas croire que l'administration, ce soit du sérieux. Et à quoi peut-on croire lorsque la droite française redevient la plus bête du monde, parce qu'elle est identitaire et pas souverainiste, et qu'elle méconnaît ce qu'est vraiment la souveraineté, et que la gauche, ou en tout cas une grande partie de la gauche, lui fait concurrence, parce qu'elle est aussi identitaire. Elle est aussi identitaire, elle cherche le vote des quartiers, au lieu de chercher à ce que les quartiers fassent partie de la France, et fassent un tout. Donc, être révolutionnaire, ce n'est pas encourager à tout prix la violence, c'est créer les conditions où une société sera plus juste, et la créer en rassemblant. Alors qu'on fait la gauche, eh bien on va au rassemblement de manifestations interdites, comme monsieur, par exemple, à la manifestation le samedi à Paris, en marche interdite à la mémoire d'Adama Traoré, sont allés Mathilde Panot et Éric Coquerel, qui est rapporteur des finances au Parlement. Donc on a un monde où l'exemple n'est pas donné, quel qu'il soit. Parce qu'on peut protester socialement, on peut protester contre les gens victimes d'injustice. Il y a des violences dans la police, mais tous les policiers ne sont pas violents. La police est nécessaire, et les familles, dans les quartiers, dans les banlieues, attendent la sécurité de cette police. C'est pour ça que la police de proximité, c'est si important. Alors, passons maintenant au monde. Eh bien, le grand scandale, c'est que on pense aux États-Unis comme en Europe que la guerre durera. Macron a dit peut-être la guerre en Ukraine jusqu'en 2025. On espère qu'elle use la Russie, tant pis pour le peuple ukrainien qui est soumis au hachoir. Un haut responsable du Pentagone a laissé entendre que le vieux continent a encore 3 ou 4 ans pour vivre la guerre. Et c'est dans ce contexte qu'on fournit à l'Ukraine des armes à fragmentation, des bombes à sous-munitions. Alors des bombes à sous-munitions, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des bombes qui tuent, 25 à 40% n'explosent pas, et n'ayant pas explosé, elles continuent à tuer, et elles peuvent tuer pendant des dizaines d'années. Les Cambodgiens l'ont dit, les Vietnamiens l'ont dit, car ces bombes à fragmentation, c'est pas nouveau. Les États-Unis les ont déversées pendant la guerre du Vietnam, on les a déversées sur la Serbie. Et dans un contexte où alors les grandes majorités des pays de l'Union européenne, après le Vietnam et après la Serbie, sont signataires de la Convention d'Oslo de 2008, qui interdit ces armes. Alors, c'est vrai, ni les États-Unis, ni l'Ukraine, ni la Russie, il faut le dire, ne font partie. Alors, pourquoi les États-Unis ont donné ces armes? Parce qu'ils n'ont plus assez de munitions. Donc celles-là leur restaient. Et elles leur restaient d'où? Du Vietnam, peut-être de la Serbie aussi. Et ils ont fourni ces armes qui tuent. Ils veulent en fournir 300 millions, un chiffre énorme. Et je vous rappelle, 20 à 40% de ces bombes n'explosent pas tout de suite et peuvent tuer la population civile. Et disons, voilà que Emmanuel Macron a opéré un virage à 180 degrés pour se mettre du côté des pays de l'Europe orientale, la Pologne, la Roumanie, sur lesquels sont développés les missiles soi-disant défensifs américains, mais
convertir très rapidement en missile offensif, aux portes de la Russie, ce qui est une provocation de plus. Alors d'un côté, on dialogue, on a dialogué avec Poutine, et de l'autre côté, maintenant, on se lance à l'extrême de l'autre côté. Comment peut-on nous faire confiance un seul instant? On est en même temps pour la paix et pour la guerre. Mais en fait, on est pour la guerre, parce que, en réalité, si on admet que ces armes soient données à l'Ukraine, on crée les conditions où des choses vont condamner l'Ukraine très longuement, puisqu'elles tomberont sur le territoire ukrainien. Jen Psaki, qui est l'ancienne porte-parole de la Maison-Blanche aux États-Unis, avait dit « Je n'ai pas la preuve que la Russie utilise ces bombes à sous-munitions, à fragmentation, et je pense que les utiliser est un crime de guerre, bien que les États-Unis n'aient pas signé la loi l'interdisant. Maintenant, les États-Unis l'utilisent. Alors, n'est-ce pas un crime de guerre? D'ailleurs, les obus à sous-munitions octroyés par Biden divisent à Washington. Des démocrates, des républicains s'y opposent. On nous envoie à la Troisième Guerre mondiale, a tweeté Andy Biggs, représentant très à droite de l'Arizona, mais très à gauche. Des représentants démocrates, par exemple du Minnesota, ont dit « on commet une erreur terrible ». Alors, on continue, nous, à fournir les armes. Et on soumet maintenant des scalps. Or, est-ce nouveau? Pas tout à fait, parce que les Storm Shadow, fournis par les Anglais, des missiles qui peuvent atteindre, comme les scalps, dont ils sont cousins germains, 250 à voire à 500 km. Alors on dit qu'on les bride pour l'Ukraine, on sait très bien les débrider en tout cas. Alors c'est une véritable menace à l'intérieur du territoire russe, puisqu'ils peuvent porter là. Et en réalité on le fait parce qu'ils peuvent porter là. Et Storm Shadow, déjà, il fallait notre approbation pour les avoir fournis, parce que pour les Storm Shadow comme pour les Scalp, qui sont produits ensemble par la France et le Royaume-Uni, il faut l'approbation des deux pour que l'un ou l'autre puisse être fourni. Alors, la réunion de Vilnius, dans ce contexte, la réunion de Vilnius, eh bien, il y aura un conseil OTAN-Ukraine avec un nouveau format. L'Ukraine n'atterrera pas tout de suite dans l'OTAN. Elle y adhérera seulement quand les pays membres jugeront que les conditions sont réunies. Mais de fait, il y a une intégration. Et on n'est pas dans la co-belligérance de droit, mais on est dans un début de co-belligérance de fait. Si on fournit les Storm Shadow, si on fournit les Scalp, et si on fournit tout ce qui est fourni ici. L'Allemagne a annoncé 2 lanceurs pour le système de défense anti-aérienne Patriot, 40 véhicules blindés de type Marder, 25 chars Léopard et des 220 000 projectiles d'artillerie. Et les États-Unis avec leurs bombes à fragmentation. Donc, dans tous ces cas, on est en guerre. Et à Vilnius, Vladimir Zelensky s'est offert un bain de foule. Il y avait partout les drapeaux ukrainiens et lituaniens mêlés. Bref, il y a un soutien militaire actif dans la guerre. Et, évidemment, Zelensky, qui était mécontent au départ, en disant « on ne permet pas d'adhérer à l'OTAN », là, on lui a assuré que les conditions seraient prévues, seraient possibles, il pourrait adhérer très vite. Et il voit bien qu'il y a une condition où, de fait, l'Alliance Atlantique, l'OTAN, contrôle toute la mer Baltique. Avec la Suède, finalement Erdogan ayant levé son veto, et la Finlande. Donc, il y a en permanence, certes, des submersibles russes en mer Baltique, mais les Polonais en ont 3, les Allemands 6 et les Suédois 4, et les Russes, à plein temps, seulement 2. Donc il faut bien voir le rapport entre les choses. 1000 milliards les Américains vont dépenser pour l'armement. Bien plus que tous les principaux pays du monde ensemble, y compris la Chine et la Russie, et la France et les autres. Alors, on en est là, et les Russes réagissent en déployant à Kaliningrad des missiles hypersoniques Kinjal. Ils l'ont fait l'an passé. Maintenant, ils vont déployer des armes de portée intermédiaire en Biélorussie. Donc, on a une situation où
dans ce contexte, la transformation de Macron, qui est devenu va-t-en-guerre, c'est quelque chose de très grave pour nous. Alors, encore plus grave, l'OTAN va s'étendre, elle sera globale, on avait dit Global NATO, en bon français, OTAN planétaire. On l'avait dit à Madrid, en juin 2022 déjà, mais là c'est confirmé. Et c'est confirmé que l'OTAN s'étendra dans l'Indo-Pacifique. Ont été invités à Vilnius la Corée du Sud, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et on cherche un partenariat avec eux, avec publiquement la Chine en ligne de mire. Alors, si on veut penser à long terme, qu'est-ce qui se passe en Chine? Jamais les relations entre la Chine et les États-Unis n'ont été aussi dégradées. Et il y a cette vision pour l'Indo-Pacifique où la situation pivotera vers l'Asie, le penchant asiatique, le pivot asiatique que dénoncent les Chinois. Et c'est vrai. Et c'est vrai que toute la construction autour de ce que Deng Xiaoping appelait un État de système pour la Chine est menacée par toute la déstabilisation autour de Taïwan. Vous savez, Taïwan, comme l'Ukraine, c'est des séquelles qui n'ont pas été résolues de la Deuxième Guerre mondiale. Et maintenant, on les allume, on les alimente. De Gaulle avait reconnu, le 27 janvier 1964, c'est le communiqué commun avec la Chine, avait reconnu que la République populaire de Chine comme le seul gouvernement légal représentant tout le peuple chinois. Et les Américains l'avaient aussi reconnu. Après la visite de Nixon en 1972, les Nations Unies avaient reconnu une Chine et avaient congédié Taïwan dès 1971. Mais dès 1972, la rencontre à Pékin entre Mao Zedong et Nixon, organisée par Henry Kissinger, le communiqué final disait « Les États-Unis notent que de part et d'autre du détroit de Taïwan, les Chinois affirment qu'il n'y a qu'une seule Chine et que Taïwan fait partie de la Chine. Le gouvernement des États-Unis ne conteste pas cette position et souhaite un règlement pacifique par les Chinois eux-mêmes. » Alors on peut dire aujourd'hui qu'il y a, ce qui rassure, qu'il y a deux choses. Il y a les intérêts taïwanais en Chine importants. Taïwan, c'est son principal partenaire, la Chine continentale, bien sûr. Il y a des intérêts croisés, industriels, commerciaux. Il y a aussi des délégations qui voyagent. C'est du Kuomintang, du KMT, qui était le parti anciennement au pouvoir là-bas. Il est allé en Chine, il a pris des contacts, il y a des contacts de famille qui se passent. Et l'issue sera le 13 janvier 2024. Qui va gagner? Est-ce les partis dits démocrates progressistes de Chine, le parti de Taïwan indépendantiste, ou est-ce le Kuomintang qui est, pour une Chine, un État de système? On ne sait pas. Donc c'est là que se jouera quelque chose de décisif, comme aux élections américaines de 2024, comme en Europe aux européennes de 2024. Alors ce n'est pas une question des élections en elles-mêmes, c'est une question de moment qui crée soit une tension, soit une possibilité de sortir d'un système fermé. Alors, évidemment, il y a un autre côté positif qui peut-être choquera certains, mais qu'en Chine, l'armée est contrôlée par le Parti communiste. Donc, ce n'est pas une armée indépendante va-t-en-guerre. C'est un parti qui gère cela en fonction des intérêts de l'État. Alors, évidemment, on sait qu'en Chine, Sun Tzu a écrit l'art de la guerre, et qu'il a écrit le meilleur est de contraindre l'ennemi à se rendre sans combat. Donc c'est la vision à long terme de la Chine. Mais si on bouscule cela, on peut faire basculer les choses. Et c'est là qui est très dangereux. Car un conflit sur Taïwan entraînerait peut-être une guerre mondiale, mais en tout cas certainement paralyserait l'économie mondiale. Les semi-conducteurs produits à Taïwan sont exportés vers la Chine. Maintenant, les États-Unis essayent d'en prendre le contrôle et d'organiser que la grande entreprise de Taïwan s'installe aux États-Unis.
Donc il y a une véritable guerre économique. Et TSMC s'installerait pour 40 millions de dollars dans l'Arizona. On interdit à ASML, l'entreprise néerlandaise qui fournit des graveurs, d'exporter vers la Chine ces machines. Donc on a une tentative de blocage au sein d'un système où les chaînes économiques, les chaînes de valeur, les chaînes de production sont intégrées. Et ça qui est une folie. Et c'est là qui peut accélérer un processus destructeur. Alors il faut espérer que le KMT l'emporte sur le DPP à Taïwan, le Parti démocrate progressiste de Taïwan, qui est indépendantiste et pro-guerre. Tsai Ing-wen, sa présidente, n'a pas caché qu'elle est prudemment pour l'indépendance. Alors c'est dans ce contexte que Narendra Modi est invité à Paris pour le 14 juillet. Alors l'Inde est un pays clé, il y a des tensions avec la Chine, ce n'est que par le développement mutuel, par l'économie et les échanges, ça peut être résolu, qu'on peut arriver à un niveau supérieur. Et par les relations que la Chine entretient avec la Russie et la Russie avec l'Inde. Et là, il peut y avoir une médiation et un développement qui évite le conflit direct, toujours possible, entre l'Inde et la Chine. Alors c'est intéressant que la France se saisisse de la question. Alors inviter Narendra Modi à Paris, c'est bien, Narendra Modi n'est pas un chef d'État idéal, mais c'est quelqu'un qui peut jouer un rôle fondamental et qui participe à l'ascension du Sud planétaire. Il est partisan d'une ouverture vers le Sud global, comme Lula ou Ramaphosa, qui ont fait un peu la leçon à Macron lorsqu'ils étaient à la conférence sur le financement de la transition écologique à Paris. Ils lui ont dit, ce qui est important, il a dit Ramaphosa, c'est le barrage d'Inga, c'est le développement des pays africains, et ça, vous n'avez aucun droit, vous, en Occident, de l'empêcher. Et Lula a dit, il faut une nouvelle organisation internationale, une nouvelle organisation économique et financière dans le monde. Donc la France devrait prendre la tête de ce mouvement, au lieu d'être dans la guerre européenne et d'y jouer un rôle, disons, de soumission, et aux États-Unis, et à ceux qui les représentent, les plus va-t-en-guerre, que sont la Pologne, la Roumanie et les pays baltes. Donc la France n'est plus un État qui sert ses intérêts. Et la conférence que nous avons organisée de l'Institut Schiller, le 8 juillet et le 9, on pourrait dire, d'un point de vue français, un hommage à Jean Moulin, c'était la paix dans le monde à travers une nouvelle architecture de sécurité et de développement pour chaque pays, l'indispensable autonomie stratégique des pays européens. Et c'est ça le défi. Et nous avions des représentants de haut niveau de Chine, de la Russie, de l'Inde, Michele Geraci, l'Italien, qui avait signé le mémorandum entre la Chine et l'Italie, des généraux allemands qui ne sont pas va-t-en-guerre, le colonel Alain Corvèze. Donc il y avait toutes ces personnalités qui, chacune, représentent potentiellement l'alternative à la dérive vers une guerre et vers un chaos économique vers lequel nous allons si nous continuons à aller comme nous allons. Pourquoi il est dans l'intérêt stratégique des nations européennes de coopérer avec le Sud global? Alors, ce qu'a dit à cette conférence Mme Helga Zepp-Larouche, la présidente de l'Institut Schiller International, et ce que j'ai dit moi aussi, c'est que dans l'ordre du monde, le monde unipolaire américain de la Pax Americana, dont ne voulait pas Kennedy, ce monde-là, qui s'y substitue à un monde multipolaire, c'est beaucoup mieux. C'est ce qu'on appelle la dédollarisation. Mais ce n'est pas assez. Il faut que, si ce monde multipolaire demeurait, il entraînerait à son tour des conflits entre blocs. Donc il faut quelque chose au-dessus. Et c'est cela qui doit être la vision du Sud planétaire, des BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai. Et c'est cela auquel la France doit adhérer, et même représenter la voix dans les pays de l'Alliance Atlantique de cela. C'est pour ça que nous ne devons plus, dans les conditions actuelles, occuper notre siège au sein de l'Alliance. On doit faire la politique de la chaise vide si on veut être crédible.
auprès de ce qui se passe dans le monde, auprès du basculement du monde, et exiger la dissolution de l'OTAN qui n'a plus lieu d'être. Et avant qu'on l'étudie, au sein de l'OTAN, la chaise vide. Voilà la politique qu'on devrait suivre si on veut être pris au sérieux pour former cette coalition mondiale pour la paix. Alors, notre organisation internationale, qui est l'Institut Schiller, organise cette coalition internationale pour la paix avec une manifestation aux États-Unis, à Washington, pour exiger que la paix publique soit établie dans le monde, comme la paix publique doit être établie à l'intérieur de la France. Car la paix ne se divise pas. Elle doit être à l'intérieur du pays, d'un pays, et dans le monde. Et nous, on doit représenter cela. C'est ce que j'ai défendu moi-même à cette conférence, avec une culture pour émanciper et développer les capacités créatives de chaque être humain, un dialogue entre les cultures et les civilisations. Et par rapport à cela, je pense qu'il est très important de rappeler aussi ce qu'était à un moment en France Jean Vilar. Jean Vilar, c'est la culture pour le peuple. On ne va pas au peuple le lundi soir et au snob le vendredi. On est au peuple depuis toujours. On est au peuple depuis toujours. Ou jamais. Voilà ce que nous disait Jean Vilar. Et je crois que c'est ce qu'il faut repenser, et repenser dans cette direction. Nos ennemis se mobilisent contre cela. Il y a eu d'abord, en 2021, Paul Charon, directeur du domaine renseignement, anticipation et menaces hybrides de l'IRSERM, et le directeur de l'IRSERM à l'époque, qui ont publié un texte intitulé « Les opérations d'influence chinoise, un moment machiavélien ». Alors, les chercheurs permanents de l'IRIS, qui étaient accusés, comme Pascal Boniface, se sont rébellés et ont écrit un texte de protestation, ce qui est très bien. Mais les choses continuent. Jean-Philippe Tanguy, qui voulait dédiaboliser le Front National, s'est retrouvé à nouveau dans l'enfer des suspicions, et sa commission d'enquête parlementaire s'est focalisée sur les influences russes et chinoises, rien sur les influences américaines. Elles sont bonnes, puisque ce sont celles de l'oligarchie financière et qu'on y est soumis. Elles sont bonnes, puisque c'est la démocratie et la responsabilité de protéger la démocratie. Elles sont bonnes, car elles peuvent faire régner la justice, le droit et l'égalité des chances dans les élections. Je suis moi-même prêt à en témoigner, puisque mon compte de campagne a été rejeté dans des conditions reconnues comme sans aucun lien avec la justice par le Conseil constitutionnel en 1995. Même Roland Dumas l'a reconnu dans une conversation privée. Donc, voilà. On arbore de fausses valeurs. Ça ne veut pas dire que les autres soient parfaits, mais ça veut dire que nous, on doit arborer de vraies valeurs, qu'on doit s'en tenir à de vraies valeurs, à de vrais principes. Et quand on les fait, voilà ce que dit M. Paul Charon, qu'on a interviewé, évidemment, dans la commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères en France. Voilà ce qu'il dit. Par ailleurs, certains think tanks décident de coopérer avec les acteurs chinois. Oh, que c'est vilain. Dans notre rapport, nous avons élaboré une grille d'analyse de ces coopérations, allant de coopérations ponctuelles à des coopérations plus systématiques en tant qu'alliés de circonstances sur des thématiques communes, par exemple l'anti-américanisme. Le dernier stade est celui de la complicité à proprement parler. Il concerne notamment l'Institut Schiller, dont la convergence de vues avec les valeurs du parti est encore plus profonde et qui adopte une posture révisionniste concernant les institutions internationales. Voilà, l'abus de parole, l'abus de droit réunis, révisionniste. Révisionniste, c'est faire peser le soupçon qu'on est contre la justice de l'ordre normatif occidental. Celui qui a bombardé avec des bombes à fragmentation, des bombes à sous-munitions, le Vietnam, la Yougoslavie, et qui maintenant les donne à l'Ukraine. Un monde qui trahit la civilisation européenne,
qui trahit la civilisation américaine, car il y en a une qui trahit les pères fondateurs des États-Unis. Et voilà cet homme qui vient dénoncer l'Institut Schiller et nous traite d'anti-américains, alors que mon ami Lyndon LaRouche représente l'essence des États-Unis comme pays de droit, pays qui ne va pas chercher des monstres à l'étranger, comme dirait John Quincy Adams, pour les abattre, ou Kennedy, dont nous propageons maintenant son discours du 10 juin 1963 pour la paix, dans lequel il concluait en disant « Nous aimons tous, peut-être le communisme nous déplaît, nous aborde », mais il disait « Mais les Russes, il faut reconnaître, ont fait des entreprises, le peuple russe a fait des choses qui étaient justes, et puis après tout, nous aimons tous nos enfants, nous aimons tous la paix, nous sommes tous mortels. » Eh bien aujourd'hui, il faut rappeler cela, et pas sombrer dans les invectives et les accusations intéressées qui servent la réputation de ceux qui le font, la bonne réputation dans le système qui a accouché de leur poste, mais qui dessert tout ce que nous portons et de judéo-chrétiens et de la Grèce d'Athènes. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, en revenant à ce que je disais de ce peuple français qui tend, faute de ce qu'on lui propose, une vision d'avenir, qui tend à se réfugier dans le passé et à ses impressions immédiates. Preuve en est la cagnotte en faveur du policier qui a tiré dans l'affaire, le meurtre de Naël, et la cagnotte en faveur de Naël. Il y a une mobilisation dans l'instant, selon ses convictions, ses impressions, et pour être poli, de ses illusions. Et je réagis et je pense pas aux conséquences. C'est la même chose. Dans toute la politique de l'Europe verte, on ne pense pas les conséquences, tout ce que ça coûtera. Que cette politique ne conduit pas à un développement mutuel, ne conduit pas à la paix. Et tout devrait être, de ce point de vue, vu avec la vision de la paix à l'intérieur de notre pays et dans le monde. La paix publique par le développement mutuel et pas la paix des cimetières. Alors, je vous demande ici, dans cette intervention, parce que c'est le moment de l'histoire, de nous aider pour défendre nos idées contre ceux qui les souillent. Et notre mobilisation pour la paix par le développement mutuel, avec cette grande manifestation qu'on fera le 6 août, en souvenir d'Hiroshima et de Nagasaki, pour dire jamais plus, mais jamais plus parce qu'on organisera une paix par le développement mutuel, pas simplement la paix pour la paix, la vraie paix, la paix arrimée à la justice sociale et au développement de nouveaux principes physiques, d'inventions, de technologies qu'on maîtrise pour le bien commun. C'est pas la paix identitaire du retour en arrière, c'est la paix du futur. Cette paix identitaire d'ailleurs n'existe pas, ne peut pas exister. Donc cette vision du futur, aidez-nous. Aidez-nous pour combattre, parce que nous avons la direction qui est la direction opposée à ce vers quoi va l'oligarchie financière, à ce que va l'OTAN, et la réaction qu'elle provoque dans le monde, bien sûr, par ailleurs. Donc nous avons cette direction, mais nous n'avons pas, évidemment, ayant cette direction, nous n'avons pas les moyens suffisants pour aller de l'avant. Nous avons fait Strasbourg, qui est un miracle. Nous avons organisé cette conférence où il y avait 250 personnes, pratiquement avec rien. Et ce n'est pas une conférence politique de solidarité et progrès, c'est une conférence de l'Institut Schiller. Solidarité et progrès, c'est la possibilité d'incarner en France ce meilleur de notre pays pour l'avenir. Et nous vous demandons votre aide pour cela, pour vous aider en réalité vous-même, parce que c'est, comme je viens de le dire au départ, c'est toute la France qu'il faut changer, pas par des formes juridiques, politiques, mais par un état d'esprit. Un état d'esprit où on aime le peuple, où on le respecte,
et où les gens le ressentent. Et le ressentant sont prêts à s'engager pour aller plus loin vers un monde qui soit meilleur. Et pour ça suppose une disposition de l'esprit à explorer l'inconnu, avec toutes les ressources du passé qui nous ont prouvé que l'esprit humain en est capable, d'explorer l'inconnu pour un monde meilleur. Et c'est le défi d'aujourd'hui, c'est le défi que nous avons relevé à Strasbourg et que la France doit relever pour jouer un rôle essentiel avec sa voix. Et c'est cette voix que nous devons retrouver. C'est ce que je voulais vous dire ce soir.